Le G7, c'est une instance surannée du siècle passé. C'est les pays industrialisés du XXe siècle. C'est quelque chose qui ne devrait plus exister. Comment aujourd'hui les États-Unis, les pays de l'ouest de l'Europe considèrent qu'ils prennent une décision pour l'ensemble de la planète? Donc on en est à effectivement une situation où il y a un petit chapitre dans un communiqué du G7 Finance. Maintenant, il va falloir que ça aille au G7. Du point de vue des annonces, il est historique. Parce qu'on a un basculement du point de vue au moins idéologique pour sortir de la course au moins-disant fiscal à la concurrence internationale. Donc dans les discours, c'est très clair. Et c'est un message qui est adressé notamment aux classes moyennes, celles qui, en plus des classes populaires, ont été victimes de la mondialisation des échanges et finalement de cette prééminence des grands groupes sur l'économie mondiale. Quand on regarde du point de vue économique, du point de vue géopolitique, du point de vue politique, la réalité est un petit peu différente. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand on regarde sur les côtés techniques et économiques, le taux de 15% qui est annoncé est relativement faible. Il est annoncé comme étant un plancher en deçà duquel il ne faudra plus descendre, mais peut-être qu'il va devenir finalement un plafond pour un certain nombre de pays qui vont peut-être être conduits et incités à réduire leur impôt sur les sociétés à 15%. Et par ailleurs, on n'est pas certain que ça dégage beaucoup de financement, enfin suffisamment de financement tel que annoncé, parce qu'il y a toute une série maintenant de négociations qui vont avoir lieu pour intégrer éventuellement des secteurs qui vont être exclus du dispositif, le secteur minier, le secteur énergétique, et peut-être des multinationales ou d'autres dérogations qui vont être introduites. Que des ramichats, il y en a beaucoup en Égypte avec un appareil de répression très sophistiqué. Tu parles de médecins, c'est très large. Il y a beaucoup de gens en prison. Oui, c'est vrai que son histoire, malheureusement, est d'une grande banalité. Il y a une ONG qui a recensé au moins 100 personnalités qui sont à peu près dans le même cas qu'Aramechas, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais qui sont accusées d'actes terroristes. On a des libraires, une traductrice de la bibliothèque d'Alexandrie, des jeunes journalistes qui allaient couvrir des manifestations, des avocates féministes. Voilà, tout ce monde-là est en prison, est accusé de mettre en danger la sécurité nationale. Et ce qui est vraiment important dans le cas de l'Égypte, c'est pas une dérive. C'est pas un dérapage d'un État ou d'un dictateur qui serait devenu un petit peu fou et qui voudrait, qui aurait emprisonné un peu au hasard. Non, c'est un système organisé, une oppression permanente. Avec une justice et une police parallèle, une administration qui s'est mise en place, qui s'appelle la sécurité d'État, et qui a routinisé l'arbitraire. Donc les détentions arbitraires sont devenues la règle pour les prisonniers d'opinion. Les disparitions forcées sont devenues un mode d'arrestation. Donc en gros, on vous kidnappe, on vous détient dans un lieu secret et on ne dit pas où vous êtes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, il n'y a plus de ligne rouge. 1500 militants venus de toute la France, pendant qu'au même moment, à la Baule, les Républicains étaient péniblement à 400. Succès donc, sauf que cette version, Antoine, c'est pas la bonne. Oui, on s'en est rendu compte au fil de notre enquête. En fait, ce meeting est complètement fantoche. C'est-à-dire qu'on avance le chiffre de 1500 personnes. Tu l'as bien dit, en plus, c'était fondamental ce jour-là d'être plus nombreux. Valérie Pécresse venait de quitter les Républicains et il fallait absolument montrer qu'elle avait des centaines de militants et militantes qui étaient prêts quand même à aller jusqu'à Brive. Hein. C'est pas la porte à côté, surtout quand on vient d'Île-de-France. Et donc, elle a mis en place avec ses équipes un vrai système pour drainer et pour rameuter des centaines de faux militants qui sont des membres d'associations communautaires d'Île-de-France qui ont été conviés à parfois venir passer une journée à la campagne gratuitement, tout frais payé. On leur a payé le déplacement, le déjeuner, etc. Et donc, un train a été affrété spécialement. Rendez-vous, gare d'Austerlitz à 6h38 le samedi 31 août 2019. Donc il fait beau. Voilà, on promet d'aller passer une journée à la campagne, aller-retour dans la journée. Et les personnes donc arrivent sur le quai de la gare d'Austerlitz. Il y a un train qui est spécialement affrété ce jour-là et les associations rentrent wagon par wagon et il y a même des centaines de personnes qui restent sur le quai parce qu'il n'y a plus de place dans le train parce qu'on a diffusé l'information tellement largement que voilà, l'enjeu c'était vraiment de remplir le train et puis on verra ensuite s'il y avait suffisamment de place ou pas. Est-ce que votre parti prend le virage de la droite extrême, voire de l'extrême droite? Est-ce que vous êtes à l'aise, vous? Est-ce que ça vous convient que votre vice-président dise « je partage les convictions de Robert Ménard » ? La position des Républicains est la même, ça a toujours été celle de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, à savoir aucune alliance avec le Rassemblement national.
nous pouvons parler aux électeurs du Rassemblement national. Il n'y a pas de fatalité à avoir une extrême droite en France qui soit dans certains territoires 30, 40, 50% des votants. Et justement, si on ne leur parle pas, si on ne répond pas à leurs attentes sur les questions de sécurité, sur les questions de services publics, sur la question de pouvoir d'achat, on risque d'avoir concrètement des régions, des départements, des cantons, des villes qui vont encore plus basculer au Rassemblement national. Donc nous avons l'obligation de leur parler, mais c'est valable pour tous les politiques. Mais comment vous leur parlez sans courir derrière les thèmes du RN? Attendez, parler sécurité, ça ne veut pas dire qu'on court après les thèmes du Rassemblement national. Non, mais dire je partage les convictions de Robert Ménard. Et donc il y a en effet maintenant une limite, à savoir que, je vous l'ai dit, il y a une frontière étanche entre les Républicains d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Et pour nous, il n'y a aucune question d'accord, d'alliance, de quoi que ce soit. Et là-dessus, on est extrêmement clair. Chaud d'ambiance en Corrèze. En ce 31 août 2019, Valérie Pécresse fait sa rentrée politique. Pas chez les Républicains, qu'elle vient de quitter, mais avec son nouveau mouvement, Libre. Quel bonheur de nous retrouver ici, 2 fois plus nombreux que l'année dernière, venus de toute la France, de métropole comme d'outre-mer. Il fallait que la photo soit belle, et le storytelling millimétré. Valérie Pécresse en rassembleuse du peuple de droite. On est de plus en plus nombreux. Donc là, vous êtes 1500. Si aujourd'hui vous cherchez des militants de droite, c'est ici que ça se passe. Paris gagné en façade, car en réalité, tout cela relève d'une mise en scène à 1000, avec de faux militants. Mediapart a enquêté. Une bonne partie des personnes présentes au meeting n'étaient ni militants, ni sympathisants de Valérie Pécresse. On a pu le vérifier en les appelant une à une. L'obstacle dans cette traversée de la Méditerranée, ça a été plusieurs fois des interceptions de gardes-côtes libyens et parfois même dans les eaux maltaises. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vécu pendant ces différentes traversées, ces tentatives? Ah oui, la première tentative, là, on était sur l'international. La garde-côte libyenne nous a interceptés. Mais là, ce jour-là, ils nous ont laissé attrer au port de Tripoli. Ils ont laissé tout le monde. On est rentré. La deuxième fois, là, c'est les Libyens qui nous ont attaqués. Voilà, c'est les Libyens qui nous ont attaqué notre Zodiac. On n'a pas couru moins de 2 heures du temps. Ils ont déchiré le Zodiac. On est resté là jusqu'à matin. C'était un pêcheur qui a tiré notre Zodiac en échange de notre moteur. Donc ils ont essayé de vous couler? C'est ça. Parce qu'il y avait des Bangladesh parmi nous. C'est les Bangladesh, là, les gars voulaient, au fait. Donc, matin, on est resté là jusqu'à midi. On est sorti, mais la population a appelé la police. Dès qu'on est sorti, la police était déjà là. Ils nous ont pris et ils nous ont emprisonnés dans la prison de Koumous. Mais là-bas, vraiment, il n'y a pas eu de problème. On s'est échappé. La deuxième tentative, là, la troisième tentative plutôt, c'était ici aux Maltaises. Vers 20h, on nous a pris. Dès qu'on nous a pris aussi, les Libyens, ils ont dit, et ils ne nous ont pas vus, on les a appelés. Là, il y a une drone qui passait en l'air, et puis le monsieur, il était là, le Libyen, il a fait ses 2 doigts comme ça en l'air, pour montrer que le travail était bien fait. Donc c'est dans les eaux maltaises que la troisième fois, vous avez été intercepté. Presque chaque interpellation commence avec un drone de Frontex qui transmet en fait la position de bateaux de demandeurs d'asile et à la garde-côte libyenne pour qu'ils puissent les trouver et les ramener à la Libye. Donc chaque refoulement, chaque expulsion collective et chaque ce qu'on qualifie comme crime contre l'humanité de déportation commence avec une décision européenne de l'agence Frontex. Ça, vous l'affirmez? Si, en fait, il n'y a pas... Pour vous, il n'y a pas de doute? Il n'y a pas de doute là-dessous, non. C'est pas moi qui... Enfin, il admet même Fabrice Leggeri, le directeur de Frontex. Non, mais tous les dirigeants de l'Union européenne confirment. Et ce n'est pas une faute ou une erreur, hein. C'est la politique migratoire européenne de la Méditerranée centrale. La garde-côte libyenne n'existait pas avant que l'Union européenne l'inventait, en fait. Il est composé entre 6 et 12 milices
et qui sont prêts de faire le travail que l'Union européenne même ne peut pas le faire parce que c'est illégal, parce que c'est criminel. Selon le droit européen, selon le droit de l'Union européenne, selon le droit international. Et la Méditerranée, depuis 2014, c'est 3 fois le génocide en Srebrenica, par exemple. Donc on parle des conséquences génocidaires. En parlant de génocide, c'est quand même un mot particulier. Le génocide, c'est la volonté délibérée d'exterminer une certaine population. Oui, exactement. Ce qu'on a qualifié, c'est qu'en fait, l'Union européenne, l'Europe, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, mène une politique migratoire qui, en fait, attaque systématique et généralisée contre la population civile. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la population civile qui est ciblée, ils sont ciblés pas parce qu'ils sont juifs, ou tutsis, ou rohingyas, etc. Pas parce que qui ils sont, mais où ils sont, ou où ils vont arriver. En Libye, il y a plein de trafiquants, mais le trafiquant le plus grand, c'est l'Union européenne. Oui. Parce que ça, c'est le business model, en fait. C'est ça. Donc, nous, on a identifié dans la Méditerranée centrale 3 politiques différentes de l'Union européenne. Au début, ils sont reculés, ils ont arrêté de faire des sauvetages. Avec l'intention, on a des documents internes de Frontex, etc., de la Commission européenne, et des preuves qui montrent qu'ils voulaient l'intention de faire les gens s'ennuyer pour dissuader des autres d'y arriver à l'Europe. Ça, c'est le premier. Quand ils ont arrêté de faire le sauvetage, c'est qu'il y a une obligation, encore une fois, selon le droit international maritime, etc., les ONG ont commencé, justement les Ocean Viking et des autres ONG de sauvetage, ont commencé à faire le travail qui, en fait, devrait être institutionnel par l'Union européenne. Alors, ils sont passés à une deuxième politique d'attaquer les ONG. Il y a des moments, il y a des mois où, normalement, il y a 12 bateaux de sauvetage dans la Méditerranée centrale au maximum, où il y a 0. Parce que les individus de ces ONG sont criminalisés et les bateaux sont en détention, même aujourd'hui. Et CI4 en détention. Open Arms, l'ONG espagnole, en détention par l'Italie, par l'Allemagne. Et donc, ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est trouver quelqu'un à la place de ces ONG, c'est-à-dire la garde-côte libyen, les milices, qui vont faire ce travail. Frontex est accusé par de nombreuses organisations, c'est également documenté par des enquêtes de journalistes, de pratiquer donc des refoulements illégaux. L'année dernière, par exemple, Mediapart avait enquêté et raconté comment des migrants accusaient la marine grecque de les avoir refoulés vers la Turquie sur des radeaux. C'est d'ailleurs pour ce genre de refoulement que Frontex, avec d'autres, porte un recours inédit devant la Cour de justice de l'Union européenne, une plainte donc contre Frontex au nom de 2 demandeurs d'asile qu'on va voir là. Il s'agit d'un mineur isolé et d'une femme qui avait échoué à Lesbos en Grèce, alors que ces 2 personnes cherchaient refuge. Elles avaient été agressées puis rejetées vers la mer pour être abandonnées sur des radeaux sans moteur, ni eau, ni nourriture. D'abord, est-ce que vous avez déjà des nouvelles de ces 2 personnes et comment vont-elles? Bien sûr, c'est notre, comment on dit, victime qui porte la plainte. Ouais. Donc, oui, on est... C'est en leur nom? Oui, c'est en leur nom. Et ils sont très courageux. Alors qu'ensemble, ils étaient victimes de 5, ce que les médias s'appellent pushback, c'est-à-dire refoulement. Donc des refoulements, comme on dit en français, je pense. Oui, mais en fait, il faut préciser, ce n'est pas un refoulement. Ouais. C'est abandonnement. En pleine mer, en pleine nuit, sur des radeaux, et sans rien, sans moyen de navigation, sans rien. Donc, en fait, c'est une tentative d'assassinat. Il y a une autre ONG, Pilote Volontaire, qui en apporte des vidéos et qui documente ces interceptions. C'est une organisation dont les pilotes survolent la Méditerranée pour signaler des naufrages. Et Nejma, tu as recueilli le témoignage d'un pilote, et un témoignage qui est inédit. Oui, c'est celui de José Benavente qui survole régulièrement la Méditerranée. Voilà ce qu'il a pu observer ces 6 derniers mois. On a donc effectué
un peu plus de 55 vols. Pendant ces 55 vols, on a repéré plus d'une soixantaine de bateaux en détresse. Et malheureusement, parmi ces bateaux, un assez grand nombre ont été, lorsque en particulier des bateaux d'ONG n'étaient pas présents, ces bateaux ont été interceptés et ramenés sur le territoire libyen. Ces interceptions se produisent dans la zone sous responsabilité libyenne. Il n'en reste pas moins que ce sont des graves violations du droit maritime international, puisque ce même droit stipule de façon très précise et très claire que les rescapés doivent être débarqués dans un port sûr. Et évidemment, tout le monde sait que depuis déjà malheureusement un certain nombre d'années, la Libye est un pays en guerre et en tant que tel ne peut pas offrir de port sûr à quiconque. Ces violations et donc ces interceptions par les gardes-côtes libyens ne peuvent se faire qu'avec le soutien de l'agence Frontex. C'est l'agence Frontex qui, déjà depuis un certain nombre d'années, fournit le service d'observation aérienne aux gardes-côtes libyens de façon à permettre ces interceptions. Et pour nous, c'est clair qu'il y a une intensification des moyens mis en œuvre par l'agence Frontex, mais pas que, de façon à permettre le plus grand nombre d'interceptions possible. Selon lui, les interceptions se font en dépit des règles de sécurité, comme le montrent les images qu'il a prises. Donc nous avons été témoins d'une interception sur un bateau pneumatique qui avait déjà un flotteur partiellement dégonflé, donc particulièrement instable. Le bateau des gardes-côtes libyens s'en est approché comme ils le font d'habitude, en procédant en général par une marche arrière, de manière à ce que le bateau pneumatique se retrouve sur l'arrière du leur. Et lorsqu'ils ont procédé à cette manœuvre, ça a créé un mouvement de panique à bord du bateau, et on compte une vingtaine de personnes qui sont à ce moment-là tombées à l'eau. Imaginez quand un bateau des gardes-côtes fait manœuvre en marche arrière, vient se coller littéralement à côté de l'embarcation en détresse et commence un transbordement sans même sécuriser les rescapés en leur fournissant à minima des gilets de sauvetage, il y a toutes les chances pour que ça se passe mal. Viking, tu as rencontré aussi Lisa, elle aussi est passée par la Libye et elle aussi, comme vous l'avez dit Manjou, elle a vécu un calvaire. Oui, et son cas est celui de beaucoup d'autres migrants. Cette Camerounaise ne souhaitait pas initialement venir en Europe, mais elle a fini par s'y retrouver. On va vous expliquer pourquoi. Avec Célia Mebroukine, on l'a retrouvée à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, où elle est installée depuis 2 mois. Sa priorité, avant même d'obtenir des papiers, travailler pour venir en aide à ses 2 enfants et sa mère, restés au Cameroun. Je vais dans des domiciles, je fais du ménage, parfois la planche dans des restaurants, quand ils ont besoin de quelqu'un au noir. Ma soeur, elle m'a dit, tu as des enfants, il faut que tu te battes déjà au noir. Si tu peux avoir par mois 300 € ou 400, ça va te permettre de remettre tes enfants à l'école, de prendre soin de ta mère. Avec le peu d'argent que je peux gagner au noir, même si c'est 200 €, j'envoie. Après avoir débarqué en Italie, Lisa s'est retrouvée dans un camp à Bari. Les conditions sanitaires étaient catastrophiques. Il y avait plus de 4000 personnes. On avait des toilettes publiques. Je peux dire 4, 5 toilettes qui étaient horribles. Là-bas, tu pouvais passer facilement 4 jours sans te laver parce qu'il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas de médecin. Quand bien même tu demandais des soins, moi par exemple, j'étais malade, j'avais une blessure au vagin. Mon copain, il avait une balle, il avait reçu une balle au pied et à l'abdomen. En Libye? Oui, en Libye. On a essayé rien. J'ai fait, je pense, 1 mois là-bas. Lisa tente alors d'entrer en France. J'ai fait 2 semaines à la frontière. Ils m'ont arrêté 3, 4 fois. Finalement, ils m'ont laissé passer. La police t'a arrêté plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Ils nous arrêtaient, après ils nous relâchaient, ils nous remettaient dans le train pour l'Italie. Une fois en France, elle est recueillie par une proche de son village, un réconfort après un périple qui l'a fait passer par la Libye. Plusieurs fois en Libye, j'ai voulu me suicider. Plusieurs fois, j'ai tenté de me suicider, mais la seule chose qui me tenait en vie, c'était mes enfants. Les revoir un jour. L'enfer dont Lisa parle, c'est la Libye. Elle y a été réduite à l'esclavage, vendue au plus offrant. Elle a accepté de nous en parler. Récit difficile, mais nécessaire. Dès son arrivée en Libye, Lisa est emprisonnée, selon elle, parce qu'elle est noire. Être noire en Libye, c'est un péché. Si tu es noir en Libye, tu mérites la prison. Une fois que tu mets les pieds dans le
sol libyen, des prisonniers. Elle est alors témoin de vente d'esclaves. Parce que là-bas, ils vendent 3500 dinars, 4000, 5000, ça dépend si tu es jeune, si tu es belle, si tu es vieille, si tu es encore en bon état. C'est comme des bêtes, on vous met, ils vous lavent, ils vous regardent, l'état de ton corps et tout. Et ils vous vendent à qui exactement? Parfois aux Arabes, généralement aux Arabes. Elle sera elle-même vendue. J'ai été achetée à plusieurs reprises dans plusieurs maisons. Par qui? Par un Arabe. Je devais commencer à 6h jusqu'à 20h. Vous lavez la piscine, vous lavez les voitures, vous désherbez, vous lavez les murs de la maison, les toilettes, des tapis, en fait tout. Tout ça sans être rémunéré? Non. Puis son propriétaire la revend à un membre de sa famille. Le calvaire de Lisa empire. Attention, propos très difficiles à entendre. La même nuit qu'il m'a acheté, c'était horrible. Il a commencé à m'enchaîner, à me menotter, à me violer. On arrive à la maison à filmer. Je suis sûre que peut-être quelque part dans YouTube, il existe plusieurs vidéos pornographiques de moi. Parfois, il vous laissait nu toute la journée, toute la nuit. Tout le monde qui voulait passer sur vous, il passait. 3, 4, 5, 6. Il t'attrape des pieds, un il attrape là-bas, l'autre attrape, ils écartent. Parfois, il mettait des fourchettes. Parfois, il s'en fichait que tu saignes ou pas. C'était l'horreur. Dans tous les cas, tu n'avais pas le choix. C'était soit tu acceptes de te faire violer, soit tu acceptes de te faire taper. Un calvaire qui dure 5 mois jusqu'à une soirée pire que toutes les autres. Je n'en pouvais plus, je ne ressentais plus rien, je ne voyais plus rien, j'entendais même plus. J'ai fait semblant de mourir. Ils m'ont tapé, versé de l'eau froide, versé de l'eau chaude, rien. J'ai fait semblant, après ils m'ont pris, ils m'ont jeté. Ils m'ont mis, ils m'ont emballé dans un gras avec un vieux gras. Après, il m'a mis à la malle de la voiture, il allait me jeter à la poubelle. Oui. J'ai même dormi là parce que j'étais malade, j'étais fatiguée, je voulais mourir. De grand matin, pendant que j'étais dans ce grand bas cordu, dans ce truc cordu, j'ai entendu des gens parler français des Noirs qui passaient, j'ai couru vers eux. Me jeter, ils m'ont vu, c'est comme ça qu'ils m'ont caché, heureusement qu'il faisait un peu noir, ils m'ont caché. Ils m'ont ramené jusqu'à chez mon passeur. Un passeur qu'elle paie donc pour tenter de traverser la Méditerranée. Impossible de retourner chez elle, ça impliquerait de traverser la Libye. Le risque est trop grand d'être de nouveau arrêtée puis réduite à l'esclavage. Sa seule porte de sortie finalement, c'est la Méditerranée et l'Europe. Malgré sa nouvelle vie aux côtés de ses proches, Lisa garde des séquelles profondes de son passage en Libye. J'essaie d'oublier tout ça, mais c'est impossible. C'est possible, je vis avec, je reste avec. Je rêve que de ça. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie, partie en Libye. J'en ai gardé des blessures, des cicatrices partout, des pieds, des signes de fouet, des mégots de cigarettes, J'arrive plus à m'asseoir là où il y a les gens, j'arrive plus à rester avec des gens, j'arrive plus à marcher en route. Pourquoi? J'ai toujours l'impression qu'on me regarde, que les gens parlent de moi, qu'ils rient de moi. Avec le temps, j'ai compris que c'était... Peut-être c'était dans ma tête. J'ai toujours l'impression qu'on va m'arrêter, qu'on va me prendre. Je pense qu'il me faudrait du temps pour que ça passe.
Le cas de Mansour Ismailov est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est sur une enquête russe que se base la France pour le faire condamner. Est-ce que les standards de la justice russe sont les mêmes que ceux de la justice française? Est-ce qu'on peut considérer... Non mais est-ce qu'on peut considérer que sur la base d'une enquête russe, on peut dire ah bah regardez, en Russie c'est un immense terroriste, on va le faire condamner en France? Non, bien sûr que non. C'est pourtant ce qui se passe. On sait comment fonctionne la justice russe et les services de police et de renseignement russes. La plupart du temps, c'est des dossiers qui sont absolument montés. Et en particulier en ce qui concerne la Tchétchénie. Toutes les suites judiciaires, je parle en Russie, de la guerre, qui n'est pas une guerre civile, contrairement à ce que dit Mélenchon, c'est une guerre coloniale, c'est très différent. J'y reviendrai juste une minute. Toutes les suites judiciaires qui ont été fabriquées, construites en Russie, le sont chaque fois sur des dossiers totalement invraisemblables. Là, on n'est pas dans un... Donc ce qu'il y a de grave par rapport à ce que vous soulignez, c'est que quand Darmanin, par exemple, va en novembre, début novembre, à Moscou, rencontrer son homologue ministre de l'Intérieur, et qu'il parle explicitement de renforcer la coopération et la coopération antiterroriste, ça veut dire que déjà depuis des mois et depuis des années, la France reçoit des informations des services et de la justice russe. Est-ce que la France en donne? Alors, est-ce que la France en donne? Certainement, il y a des échanges. Mais la vraie question, c'est comment ces dossiers fabriqués en Russie, comment sont-ils blanchis par le biais justement des notes? Moi, dans les dossiers que j'ai, on a des personnes qui n'ont même pas eu d'enquête pénale, qui n'ont jamais été inquiétées par la justice pénale, qui n'ont jamais été entendues à Levallois-Perret par la DGSI, par exemple, et qui, sur simple soupçon des services de renseignement qu'on nomme les notes blanches, qui sont consignées dans des notes blanches, donc qui par définition n'ont pas d'auteur, ni de signature, ni de date, vont être renvoyées dans un temps extrêmement restreint. Pour répondre à votre question, il y a donc une accélération depuis les événements de Dijon et encore plus depuis Samuel Paty. L'idée qu'on peut percevoir, c'est celle d'un opportunisme politique, électoral, de dire, voyez, on fait quelque chose. Kadyrov, c'est aujourd'hui un islamiste qui a dénoncé les caricatures publiées par Charlie Hebdo. C'est un tueur. C'est un tortionnaire, il a participé personnellement à des séances de torture, il vante la polygamie, il a d'ailleurs 2 épouses, il défend les crimes de sang et les mariages forcés, il a donné le feu vert à son chef de la police, 57 ans, pour épouser une jeune Tchétchène de 17 ans. Il y a une vidéo absolument abominable de cette scène de mariage où on voit la pauvre jeune femme, les yeux baissés, et Kadyrov triompher dans ce mariage forcé. Et puis, il dénonce régulièrement Macron et la France. Alors, les valeurs permissives, Charlie Hebdo, etc. Donc, on est dans le... C'est un mauvais gag, enfin, très très mauvais gag. C'est-à-dire que... C'est un gag absolu. Quand je pense que le préfet allemand se compare au général Gallifet, qui était le massacreur de la Commune, j'ai peur. Donc, cette décision du Conseil d'État est très importante, parce que, prenons les choses là aussi, vous voyez bien comment ça fonctionne un État de droit. La Cour de cassation avait été saisie par des plaideurs, des gens, des avocats, de cette pratique de nassage. Et elle a transmis au Conseil constitutionnel une question de constitutionnalité, comme on l'appelle, pour dire que ce n'était pas légal. Je veux dire que les juges de la Cour de cassation sont aussi austères que compétents. Ils ont considéré que cette pratique de maintien de l'ordre portait une très grave atteinte, en fait, à la paix publique, à la démocratie, à la liberté de manifester. Le Conseil constitutionnel a dit, bon, ça, c'est pas au niveau constitutionnel. Soit, nous avons le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l'homme, donc là encore, la force des syndicats, des associations, qui saisissent le Conseil d'État pour faire annuler le plan de maintien de l'ordre du ministère de l'Intérieur de septembre 2020. Et le Conseil d'État, vous venez de le dire, donne raison sur toute la ligne à ce qui lui était demandé. Le nassage est interdit. Les journalistes ont le droit de rester sur place lorsqu'une manifestation est dispersée. C'est essentiel. Ils n'ont absolument pas l'obligation d'être accrédités. C'est ce que souhaitait le ministre de l'Intérieur. On rêve ou quoi? Il faudrait que les journalistes soient tous enrôlés dans une sorte de brigade de la presse. Tarabouaf serait à ce moment-là en grande difficulté pour exercer son métier de journaliste comme il l'entend.
Je veux dire, la liberté ne se discute pas. Nous, au barreau, je suis avocat, on a la liberté d'exercer comme on l'entend. Vous, journaliste, vous devez l'exercer, votre métier, comme vous l'entendez, sans se faire dicter une façon de faire par le ministre de l'Intérieur. Moi, je pense que la nomination d'Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice s'annonçait être catastrophique. On n'est pas déçus. Hein. Parce que il a un problème de comportement. Comme en cour d'assises, il est brutal et grossier. Au Parlement, Laurence Rossignol, Hugo Benalissi se sont plaints de son attitude. Terroriser les gens, c'est franchement pas une attitude correcte. Bon, il a un problème de compétence. Écoutez, tous ces textes ont été recalés. Il a voulu faire voter la loi sur le bracelet électronique des détenus pour terrorisme libérés, alors que lui-même avait défendu un terroriste auquel s'appliquerait cette disposition, conflit d'intérêts, passons, recalé par le Conseil constitutionnel. En plein procès de Charlie Hebdo, il a voulu que le procès se poursuive par visioconférence, recalé par le Conseil d'État. Nous allons voir ce que dira le Conseil constitutionnel de sa loi sur la confiance dans la justice, dont plusieurs dispositions posent de réels problèmes, notamment en matière de poursuite de corruption. Par exemple. Hein? Alors développer sur la corruption, c'est un sujet qui nous passe. Mais oui, c'est extrêmement important. Écoutez, c'est vrai que les enquêtes de police sont trop longues. Bon, mais vouloir les limiter à 2 années de la façon que cette loi voudrait l'imposer et saisir au bout de 2 années un juge d'instruction, d'après les meilleurs spécialistes, et je pense notamment M. Golds-Lagier, qui est magistrat, qui a écrit une étude remarquable sur le sujet, c'est destiné à étouffer la justice financière. Qu'il poursuit comme ministre ses petites batailles d'avocats. Ça s'appelle un conflit. Devant la Cour de justice. Voilà, ça s'appelle un conflit d'intérêts, d'où les plaintes déposées par les 2 syndicats de magistrats, syndicat de la magistrature et Union syndicale des magistrats devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, autrement dit conflit d'intérêts. Il a fait une erreur là, Éric Dupond-Moretti. Il a fait plus qu'une erreur, excusez-moi, c'est un délit. Hein. C'est plus qu'un délit. De la part d'un ministre, c'est un abus de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis qu'il n'y a pas d'autre solution pour sortir de cette impasse dans laquelle il s'est fourré que sa démission. Je le dis bien clairement, c'est mon point de vue, je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai même écrit. Donc il doit je pense que c'est une impasse et que pour renouer le dialogue avec les magistrats, franchement, il faut qu'il se retire. Il y a au Parlement des députés, des sénateurs qui sont d'excellents connaisseurs depuis des années et des années de la justice, de la police, des questions de liberté. Mais c'est parmi eux et elles qu'il faut choisir un garde des Sceaux, c'est une évidence.